Le vol supersonique, une expérience que peu ont pu vivre. Mais dès les années 60, les avancées technologiques promettaient d'ouvrir à la masse le supersonique. Survoler l'Atlantique d'un bout à l'autre 240 fois plus vite que Christophe Colomb lors de sa première traversée. Voilà le genre d'innovation auquel le monde se préparait. Les Français et Anglais ont beau être les premiers à se lancer dans la course, suivis de près par les Soviétiques, ils n'allaient pas être les seuls. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Etaka qui vous parle, et aujourd'hui on parle de l'avion supersonique de Boeing, le 2707. Le 24 juin 1939, la compagnie Pan Am inaugure une nouvelle route transatlantique entre New York et Marseille grâce à sa flotte de gigantesques hydravions Boeing 314 Clipper. À cause de ses moteurs à piston, il devait voler sous les orages. Le voyage était long, lent et rude, sans oublier les importantes vibrations causées par ses moteurs. Mais le 2 mai 1952, pour la première fois, un Comet de Havilland effectue un premier vol commercial, un avion 50% plus rapide, qui volait au-dessus des nuages, qui était bien plus silencieux et avec des lignes futuristes. À son entrée en service, il était considéré par ses passagers comme le moyen de transport ultime. Malheureusement, ses problèmes techniques l'ont vite rattrapé, et les leçons tirées du premier avion de ligne à réaction ont permis à Boeing en 1958 d'arriver sur le marché avec un bien meilleur avion. Cependant, le monopole américain du marché pourrait bien ne pas durer, avec la perspective du vol supersonique qui pourrait s'ouvrir à la masse, mais surtout le début de la collaboration franco-britannique, dans la conception de ce qui deviendra le premier avion de ligne supersonique, le Concorde. L'annonce du projet Concorde est rapidement suivie d'un projet similaire soviétique. Il est impensable pour les États-Unis de rester les bras croisés, à regarder le futur être écrit par d'autres nations. C'est pourquoi le 5 juin 1963, John Kennedy lance le programme National Supersonic Transport, une initiative censée stimuler le développement du futur concurrent américain du Concorde. En vue de l'avancée du développement du Concorde, l'hypothèse d'un concurrent direct fut immédiatement rejetée. L'avion devra être meilleur en tout point que le Concorde et le TU-144. Une vitesse de croisière entre Mach 2.7 et Mach 3, au moins 250 sièges contre les 100 du Concorde et un rayon d'action de 6500 km. Parmi les nombreux projets existants à l'époque, la FAA n'en présélectionna que 3. Le L-2000 de Lockheed, le North American 60 basé sur le prototype de bombardier XB-70 Valkyrie, et enfin le modèle 2707 ou 2707 de Boeing. Bien que le Valkyrie ait déjà réalisé des vols tests, le design de North American fut vite rejeté, trop lent et petit comparé à ses concurrents. Lockheed était un opposant bien plus dangereux pour Boeing. Leur design était en apparence plus simple et moins cher à développer que celui de Boeing. Le L-2000 devait avoir un fuselage étroit, une grande aile delta et ses 4 turboréacteurs devraient être placés dans des nacelles individuelles pour simplifier le refroidissement et la maintenance. Tout comme le Concorde et le TU-144, son nez doit pouvoir se baisser pour augmenter le champ de vision du pilote. Comme les autres concepts, il serait difficile à développer et nécessiterait un très gros investissement, mais il apparaissait comme une proposition viable. Lockheed ira même jusqu'à concevoir une maquette grandeur nature de l'avion. Mais nul ne doit sous-estimer Boeing, le géant de l'aviation américain. Et cette bataille, même au coude à coude, doit à tout prix être gagnée par la firme. Le marché s'élève à plus de 500 appareils, et 2 modèles différents ne survivront pas longtemps. Finalement, la FAA estima que les 200 passagers que peut transporter le L-2000 sont trop peu face aux 73 de plus que peut transporter théoriquement le 2707. De plus, le modèle de Lockheed devait être significativement plus bruyant. Transporter plus de 2 fois plus de passagers que le Concorde, ainsi qu'aller bien plus vite que ce dernier, est très loin d'être une tâche facile. Pour atteindre ses performances, le 2707 devait voler 2 fois plus haut que les avions de ligne classiques, à 20 000 mètres d'altitude, 2 km au-dessus du Concorde. Au-delà de Mach 2.2, l'alliage titane-aluminium utilisé sur le Concorde et sur de nombreux autres avions aurait tout simplement été fondu par la friction avec l'air. Seul l'acier inoxydable ou le titane aurait pu supporter durant de longues durées les contraintes du vol à Mach 2.7. Le titane a le mérite d'être 45% moins lourd que l'acier, d'être incroyablement résistant à la corrosion, mais surtout ses propriétés mécaniques restent sensiblement inchangées jusqu'à 300 degrés Celsius. Cette dernière propriété est parfaite pour le 2707, mais est aussi son principal désavantage.
il est très difficile et cher à manufacturer. C'est pourquoi le 2707 sera fait partiellement en acier et partiellement en titane. Le 2707 devait être le premier avion à fuselage large en configuration 2-3-2, mais pressuriser un fuselage aussi large et volumineux à 20 km d'altitude n'était pas chose facile. En conséquence, les passagers devaient apprécier la vue depuis des hublots qui ne faisaient que 15 cm de diamètre. Malgré tout, des télés étaient disponibles un peu partout dans l'avion. A l'origine, les équipes de Boeing prévoyaient une grande aile en delta qui donnerait au 2707 d'excellentes performances en supersonique. Mais avec une masse au décollage de 300 tonnes, il était impensable de décoller avec une voilure en delta, qui augmentait significativement la vitesse de décrochage. L'avion serait forcé de décoller à très grande vitesse, et avec la poste de combustion. Le vol subsonique serait extrêmement inefficace. C'est pourquoi Boeing décida d'utiliser une aile à géométrie variable. Ce système serait très difficile à développer, en plus d'être très lourd et complexe, mais le gain de performance aurait été significatif. Cette aile aurait été la plus grande aile à géométrie variable du monde. Mais les ailes ne doivent pas être les seuls éléments à changer de forme dépendant des phases de vol. Comme pour ses deux rivaux, le nez du Boeing était bien trop long pour permettre une bonne vision au pilote pendant l'atterrissage. Il doit donc pouvoir se baisser pour que les pilotes voient mieux la piste. Les moteurs du modèle de Boeing seront développés et produits par General Electric. Ce sont des turboréacteurs d'1 mètre de diamètre et de 8 mètres de long. Pour gagner significativement en poussée, un système de post-combustion est ajouté après la turbine du moteur. Elle fonctionne en injectant du carburant supplémentaire dans les gaz d'échappement. En contrepartie d'une consommation en carburant bien plus importante, le moteur gagne en puissance. Il doit être le moteur d'avion le plus puissant du monde, 290 kN avec la post-combustion, 60% de plus que les Olympus 593 du Concorde. Ils étaient placés sur la partie fixe de l'aile, dans des nacelles individuelles. Dès 1967, la phase préliminaire de développement arrive à sa fin, et Boeing pourrait pratiquement passer à un prototype qui ferait un premier vol en 70, pour être certifié d'ici mi-1974. Malheureusement, la FAA n'autorise pas Boeing à passer à l'étape supérieure, et pour de bonnes raisons. Tout d'abord, Boeing fut obligé d'ajouter des plans canards, ce qui ajouta du poids significatif. Mais surtout, le constructeur rencontre des problèmes importants de poids avec le mécanisme de l'aile. Des problèmes insurmontables avec les technologies de l'époque. Des pièces du pivot qui doivent être conçues en titane étaient bien plus lourdes que prévu. Ces problèmes de poids pourraient bien empêcher le 2707 d'atteindre ses objectifs, notamment en termes de portée. Boeing est obligé de revoir sa copie en urgence. L'aile à géométrie variable qui avait permis à Boeing de gagner le contrat fut remplacée par une gigantesque aile en delta, avec de petits apex et un empennage vertical. Les plans canards furent abandonnés car non nécessaires. Ces modifications ont coûté cher à Boeing et aux contribuables. Le nouveau design nommé 2707-300 était bien plus petit. Il ne pouvait transporter plus que 234 passagers. La nouvelle voilure et les mensurations revues à la baisse permettent de remplir les contraintes de portée et de vitesse. Avec ce nouveau design bien moins ambitieux et surtout fonctionnel, la FAA donna son feu vert à Boeing pour la conception d'une maquette à l'échelle de l'avion, ainsi que 2 prototypes. Boeing avait 2 ans de retard sur son planning et avait coûté bien plus cher que prévu, mais cet investissement pourrait bien payer sur le long terme. La firme avait déjà reçu 122 commandes préliminaires de 26 grandes compagnies aériennes, comme Air France, Japan Airlines, Delta ou Pan Am qui à elle seule détient 10% des commandes. Un tel score pour un avion passé par tant de problèmes et un design encore jamais vu en Amérique du Nord est purement impressionnant. Le projet était sur la bonne voie pour se réaliser. Certaines compagnies n'ont pas simplement manifesté leur envie, mais ont réellement payé une avance, comme la compagnie australienne Qantas, qui a payé 16 millions de dollars pour 6 Boeing. Mais dès le début des années 70, des craintes environnementales commencent à se faire entendre. Des scientifiques théorisent que des centaines d'avions de ligne voyageant régulièrement au-delà de Mach 1 pourraient endommager la couche d'ozone. Mais plus important encore, il y a ça. À partir du moment où un avion passe le mur du son, il produit continuellement un boom extrêmement puissant, audible à des dizaines de kilomètres derrière lui. Les dégâts causés par cette pollution sonore sont évidemment désastreux, pour l'environnement comme pour la santé publique. De plus, la course au transport supersonique s'essouffle fortement. Le peuple américain voit de moins en moins bien ce projet faramineux, que le gouvernement continue de financer uniquement pour les emplois en jeu. Le privé aussi commence à émettre des doutes face au vol supersonique.
à cause notamment des restrictions de vol et de la consommation faramineuse en carburant. Les commandes pour le Concorde et le 2707 se retirent peu à peu. Le coup de grâce tombe en mars 1971, lorsque le gouvernement coupe définitivement les financements du projet, laissant mourir cet ambitieux projet qui aurait pu peut-être concurrencer le Concorde. Aujourd'hui, le vol supersonique civil renaît dans des avions en matériaux composites, développés par des startups telles que Boom ou Virgin Galactic, ayant l'espoir de réaliser ce que Européens, Soviétiques et Américains ont échoué dans le passé. Bien que des entreprises comme Aerion soient déjà mortes dans l'œuf, le supersonique revient, et peut-être que cette fois nous aurons la chance de lever les yeux et voir ces formidables machines fendre le firmament à 3 fois les vitesses du son, dans un silence le plus total.